dirait que Max commence à s'énerver. Il ne sait toujours pas par quel câble son courriel va sortir. Si vous voulez qu'on parle des câbles, il ne faut pas oublier qu'on est à la couche 1 du modèle OSI. Cela veut dire que les trames avec les adresses physiques MAC, les paquets avec les adresses logiques IP, les fragments TCP ou UDP avec les ports ne sont pas du tout concernés. Il existe plusieurs types de supports, selon la résistance aux interférences, la vitesse de transmission, le prix, etc. Je vais vous décrire uniquement quelques-uns. On a le câble à paire torsadée, la fibre optique, le sans-fil, et enfin le câble coaxial avec ses anciens connecteurs BNC. Ces derniers ne sont plus du tout utilisés dans notre entreprise. Et bien sûr, pour chaque type de support, il y a des cartes réseau spécifiques. Mais avec quelle matière fabriquez-vous des câbles aussi tordus? Ayant découvert que le cuivre est un très bon conducteur de l'électricité, les hommes l'ont transformé en fil cylindrique souple. Après les avoir protégés avec une enveloppe, ces fils sont regroupés en 4 paires de fils contorsades pour limiter la dégradation du signal due aux interférences. On met au bout un capuchon, puis un connecteur qu'on appelle RJ45. À partir de là, on en fabrique en différentes couleurs, parfois avec des couleurs dédiées à certains équipements. Dans notre entreprise, nous utilisons le gris pour les ordinateurs, le rouge pour les serveurs, l'orange pour les imprimantes et enfin le violet pour les téléphones. Je vais maintenant vous citer quelques caractéristiques du câble à paire torsadée. Il ne faut pas oublier que dans les réseaux Ethernet, la longueur d'un câble à paire torsadée ne doit jamais dépasser les 100 mètres. Il existe 2 types de câbles à paire torsadée. D'abord le plus répandu et non blindé, l'UTP. On a aussi le câble blindé, STP. Dans les câbles STP, chaque paire de fils est enveloppée dans une feuille métallique. Par ailleurs, certaines caractéristiques des catégories de câbles ont été définies. On notera la catégorie 5 qui peut aller jusqu'à 100 mégabits par seconde et la catégorie 5E jusqu'à 1000 mégabits par seconde, etc. De plus, et afin de prévenir la propagation des incendies, il existe un type de câble dit plénum. Ce câble possède la propriété de ne pas brûler facilement ni d'émettre de fumée toxique. Et le câble, avec la lumière dedans? La fibre optique se présente toujours par paire, car le faisceau lumineux, dans une fibre, ne va que dans un sens. On est donc obligé d'utiliser la fibre optique par paire de 2, un sens pour l'émission, l'autre pour la réception. Il existe 2 types de fibres optiques. La première sur le marché est la fibre multimode. Multimode car elle transporte la lumière sur plusieurs trajets. La fibre monomode ne transporte qu'un seul faisceau lumineux. La fibre monomode est utilisée pour de plus longues distances et ou plus haut débit. Il existe une multitude de connecteurs de fibre optique, comme par exemple SC, ST, FC ou encore LC. D'accord. Je suppose qu'il y a un rapport étroit entre ces différents types de supports de communication et les normes Ethernet que vous avez dans votre entreprise. Oui, tout à fait. Nous avons câblé récemment une succursale en 1000 bases T. Pour cela, on a utilisé un câble à paire torsadée de catégorie 5E. La vitesse est de 1000 mégabits par seconde, mais on ne pouvait dépasser 100 mètres entre 2 nœuds. On a aussi du 1000 base SX. La vitesse est la même, de 1000 mégabits par seconde, mais cette fois, on utilise de la fibre multimode. Et on pouvait aller jusqu'à 260 mètres. Enfin, il y a 4 ans, on utilisait de l'Ethernet, mais du 10 base 2. On utilisait alors à cette époque du câble coaxial fin. La vitesse était de 10 mégabits par seconde et on pouvait aller jusqu'à 185 mètres. Je suppose que si un segment physique avec un câble à paire torsadée
ou de la fibre optique doit dépasser la longueur maximale, vous avez peut-être un petit remontant. Oui, tout à fait. Si par exemple un signal électrique s'affaiblit, on installe un répéteur. Comme son nom l'indique, un répéteur va répéter le même signal, mais surtout le régénérer en sortie. Ce répéteur est un répéteur pour câble coaxial, avec des connecteurs BNC. Mais il existe des répéteurs pour de la fibre optique, avec connecteur ST par exemple, ou encore pour des câbles à paire torsadée, avec des connecteurs RJ45, etc. Les répéteurs n'ont aucune connaissance de la trame ou du paquet. Ils travaillent au niveau de la couche 1 du modèle OSI. Ils récupèrent en entrée des données sous forme de bits et les retransmettent sans modification en sortie. Et comment faites-vous pour passer d'un type de support de communication à un autre? Facile. Pour cela, on utilise un convertisseur. Un convertisseur a la fonction de répéteur, mais peut aussi interconnecter deux types de supports différents. On a ici le signal, par exemple, de la fibre optique, qui est en sortie câble à paire torsadée. Il existe plusieurs convertisseurs pour croiser quasi tous les types de supports. Prenons l'exemple d'un élément réseau avec un connecteur AUI à 15 broches. On trouvera un convertisseur pour la paire torsadée avec connecteur RJ45, mais aussi pour la fibre optique avec connecteur ST, etc. Ok pour les équipements réseau de la couche 1. Mais si je prends l'ordinateur de Max et de ses collègues, comment faites-vous concrètement pour les connecter tous ensemble? D'abord, il faut savoir que dans notre entreprise, nous avons adopté une architecture Ethernet avec une topologie physique en étoile. Jusqu'à l'année passée, l'ordinateur de Max était branché sur un concentrateur. On représente un concentrateur avec cela. Et les ordinateurs sont tous branchés sur ces ports. Le concentrateur est un simple répéteur multiport. Et toutes les informations arrivant sur cet appareil sont donc renvoyées sur toutes les lignes. On peut dire que du point de vue physique, les ordinateurs sont tous sur le même câble. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit qu'un concentrateur représente un seul segment physique. Mais l'accès au support dans le monde Ethernet est le CSMA-CD. Cela veut dire que plus le segment est chargé, plus il y a des collisions. On appelle un domaine de collision une zone composée des machines qui écoutent cette collision.